Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de moi Raphaël Steinville. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint des rédactions du Journal du Dimanche. Bonsoir Vincent Roy. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Essayiste, chroniqueur, rêveur. Rêveur parfois. Bout en train. Bout en train, oui. Mais pourquoi bout en train? Je suis toujours d'un sérieux absolument. Curieux cette vision que vous avez. Bon, écoutez, en tout cas, on a le plaisir de recevoir Romain Marlex. Bonsoir Romain Marlex. Vous êtes directeur de cabinet du président du groupe LR au Sénat. Vous êtes aussi le frère d'Olivier Marlex. Et c'est la raison de votre venue ce soir, en tout cas, puisque vous portez ce livre qu'il nous a laissé, ce livre posthume qui s'appelle Dissolution française, la fin du macronisme, avec une préface de Michel Barnier. C'est édité chez Robert Laffont. C'est un constat à la fois très vrai et à la fois un peu cynique sur le cynisme de la politique et de ceux qui la portent, les hommes politiques. Vous êtes dans le sérail aussi, puisque je le rappelle, vous êtes le directeur de cabinet du président de groupe LR au Sénat, donc de Mathieu Darnaud. Comment dirais-je? Est-ce que c'est dur de porter le livre de votre frère? Non, c'est surtout un honneur. Et c'est pas dur parce que c'est une manière de faire vivre son héritage au service de l'indépendance nationale, de notre souveraineté industrielle. Et puis sur le plan national aussi, c'est une manière de faire vivre des grandes idées fondamentales, et notamment celle du gaullisme, qui est justement l'indépendance nationale également. Donc comment est-ce que vous trouvez le courage pour être la voix d'Olivier Marlex après ce décès soudain en juillet dernier, dont on sait les circonstances qui sont terribles? Est-ce que vous vous dites, il y a le livre d'un côté, c'est son testament politique, et puis il y a le personnage qui est mon frère, que j'aimerais jusqu'à la fin des temps? Après la partie privée, on n'a pas nécessairement envie de l'évoquer. Voilà, tout le monde vit ça de manière différente. L'objectif de ma venue et de vous parler de lui, c'est surtout de parler de son héritage politique. C'est vraiment ça qui est le plus important, et de faire en sorte également que les Français se rendent compte de la sincérité de son engagement, et éventuellement que les politiques publiques qu'il appelait de ses voeux puissent, avec l'avenir et le combat notamment pour l'indépendance nationale, sur ces sujets évidemment sur la souveraineté, puissent prospérer. Voilà. Il y a plein de choses dans son livre, on ne peut pas toutes les évoquer. Moi j'en ai retenu 3, mais on sait que Olivier Marlex était très assidu sur l'industrialisation de la France, sur les grandes matrices industrielles, technologiques de la France, dont il a vu que année après année, on les a perdues, on les a bêtement perdues. Donc il y a tout ce chapitre-là qui m'a beaucoup intéressé, avec de manière corrélative le chapitre sur l'électricité. C'est-à-dire que les Français se sont vus à un moment donné, il le raconte, que dans sa circonscription, les gens venaient le voir en disant « je comprends pas, ma facture a été multipliée par 5, par 7, c'est les recettes de toute une année, comment est-ce que je vais faire ?» Et en fait, il y a ce processus du fait que tout est arrivé au mauvais moment. Il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a eu des réacteurs nucléaires qui ont été mis à l'arrêt pour des raisons techniques, et on a dû acheter de l'électricité allemande qui coûtait je ne sais pas combien de fois plus cher que notre électricité nucléaire qu'on aime mais qu'on chérit et qu'on continue à, même s'il y a eu des tergiversations dans la tête de M. Macron. Tout à l'heure, je me suis un peu embrouillé avec le député Rodwell en lui disant que Macron avait arrêté 14 réacteurs nucléaires. En fait, c'est pas vrai, mais il y avait cette intention. Il y avait ce projet, parce que le ministre Nicolas Hulot avait demandé des gages au président Macron pour être le ministre justement de l'écologie. Et en 2018, Emmanuel Macron annonce en fanfaronnade qu'il va, d'ici 2035, fermer 14 réacteurs nucléaires. Il y a eu tout ce passage sur l'électricité qui était complètement dément, qui est très bien expliqué dans le livre. Et en plus, ce sont des décennies d'errement. Il y avait l'abandon du projet Astrid. Il y avait également la volonté... On rappelle le projet Astrid ? Oui, c'était sur les réacteurs de 4e génération. Ensuite, vous aviez la volonté de faire le projet Hercule, c'est-à-dire ni plus ni moins que le démantèlement d'EDF, qui correspond peu ou prou, on va un peu caricaturer, à la privatisation des gains et à la nationalisation des pertes. Donc évidemment, Olivier s'était beaucoup mobilisé contre ce projet. Et sur la question de l'électricité, c'est vraiment l'archétype de tout ce qui ne va pas en France, et l'archétype de d'une partie de nos élites qui a systématiquement ce réflexe supranational. Finalement, voilà, on va démanteler EDF, on n'a pas besoin d'un grand groupe intégré comme EDF, finalement, c'est pas très important, alors que finalement, tous les autres pays du monde se battent pour leur souveraineté industrielle, et on l'a vu également avec General Electric,
à l'occasion du rachat d'Alstom, qui était piloté évidemment par, on peut dire quasiment de manière parapublique par les Américains. Ce qui est assez amusant, c'est que dans votre explication à l'instant, vous dites qu'il y a des personnages dans la politique qui ont amené ça, ou en tout cas réagi à cela avec un certain dédain. Ça me rappelle un passage aussi du livre où il explique que Madame Borne est une technicienne et non pas une technocrate. Et un technicien arrive à vous expliquer de manière assez simple et vulgarisée un truc hyper compliqué. Et un technocrate arrive toujours au bout du compte. D'abord, il n'arrive pas à vous l'expliquer parce que c'est pas lui-même, mais il arrive quand même à vous dire que vous passez pour un con à la fin parce qu'en fait, c'est vous qui n'avez pas compris le truc. Alors, il commence toujours ses phrases, les technocrates, par un fameux c'est plus compliqué que ça. Ouais. Voilà, il y a des espèces de grandes phrases comme ça qui reviennent à chaque comme fois. Vincent Roy, Non, c'est gratuit, c'est gratuit. Il y a une chose, je m'en doute. Il y a une chose qui est beaucoup plus complexe que ça dans le livre de votre frère, c'est que c'est quand même un incroyable pamphlet anti-Macron. Il y a un chapitre qui s'appelle Anti-Macron. Oui, il ne l'a jamais épargné. Pour lui, il était la quintessence de deux phénomènes. Alors, celui que je viens de décrire, cette tentation supranationale, dont on pense qu'elle remonte à la chute de l'Union soviétique, avec la fin de l'histoire, Francis Fukuyama. Je croyais que vous alliez dire à la chute de l'Empire romain en 466. Et puis vous avez la tentation supranationale, elle date de bien avant, parce que le général de Gaulle l'a trouvé quand il revient au pouvoir en 1958. Et puis vous avez effectivement ce coup d'État technocratique dont Elisabeth Borne n'était pas une incarnation, puisque c'était une technicienne selon lui. Mais le fait que les hauts fonctionnaires, pour accélérer leur carrière, ont cette volonté d'intégrer la vie politique, et puis ce sont des techniciens, donc ils arrivent à avoir des postes de responsabilité, et avec ces postes de responsabilité, ils finissent systématiquement par corseter idéologiquement les familles politiques, et donc on est arrivé au bonnet blanc, blanc bonnet. Raphaël Steinville. Oui, pour Olivier Marleix, le macronisme, c'était l'aboutissement d'un cycle de renoncement. Est-ce que vous êtes pressé, ou est-ce qu'Olivier Marleix était pressé que cette page se tourne, et est-ce qu'en l'état actuel, cette page peut être tournée, sachant que nous avons cédé un certain nombre de nos souverainetés à l'Europe? Alors, il était pressé, mais il était toujours très inquiet. Quelques jours avant sa disparition, on avait une conversation téléphonique et on avait évoqué l'utilité de préparer ensemble un projet de loi constitutionnel pour rappeler, consacrer dans la Constitution française le caractère inaliénable, de la souveraineté, enfin de la dissuasion nucléaire française. Parce qu'on avait vu des annonces d'Emmanuel Macron au mois de mai, on en a revu lorsqu'il a rencontré le chancelier allemand. Et effectivement, on est sur un long changement de doctrine et une européanisation de la doctrine de la dissuasion nucléaire française, ce qui est normal puisqu'elle a toujours eu, depuis Georges Pompidou, une dimension européenne, mais qui était souvent marquée du sceau de l'ambiguïté. Et sa volonté de formaliser cette dissuasion européenne faisait extrêmement peur à Olivier, qui craignait qu'encore une fois, on rentre dans un débat qui conduise inexorablement, petit à petit, à un nouvel abandon de souveraineté. Romain Marleix est l'invité d'Europe 1 Soir qui parle au nom du livre d'Olivier Marleix, Dissolution française. Il y a pas mal de choses, je le disais. Il y en a un. Alors, il se paye quand même. Alors, il s'est payé Macron, l'anti-Macron, il y a carrément un chapitre dessus. Il y en a un qui prend cher aussi, c'est Gérald Darmanin. Gérald Darmanin appartient à la première génération de ceux qui ont trahi la droite en 2017. Ça, c'est pour la première balle. La deuxième balle, elle arrive un peu plus loin. Bref, j'ai pas eu, durant toute cette période particulièrement d'atome crochu avec Gérald Darmanin, dont les différents bilans ministériels ne m'ont pas impressionné. Qu'il s'agisse des Outre-mer, du budget ou de l'intérieur. Et puis, une page plus loin, en fait, Gérald Darmanin a en tête une stratégie cousue de fil blanc. Il compte d'abord présenter son projet au Sénat, se targuer de son adoption, etc., etc. Donc, pour lui, tout est calculé. Pourquoi Gérald Darmanin? Vous en avez parlé avec lui? Oui, alors il avait pour lui, mais comme les autres ténors, les Républicains qui avaient quitté le navire en 2017, une aversion qui tient... Donc y compris pour Bruno Le Maire. Oui, et qui, en fait, qui est même pas vraiment personnelle, qui est plus liée à sa haute idée du compagnonnage gaulliste. Pour lui, quand on est dans la famille politique, quand on en sort, on trahit. Et on revient pas, on pardonne pas. Voilà. Donc... Vincent? Je crois aussi qu'en filigrane dans le livre, enfin même pas en filigrane, ce qui ne supportait pas, c'est l'idée d'envisager la politique comme une succession de coups. Effectivement, il ne supportait pas que on ne remette jamais les choses dans leur perspective historique,
qu'il n'y a pas vraiment de projet de long terme. Ah bah Voilà, ça, le c'est- faire nation, mon cher Romain Marlex, c'est encore une autre histoire. Vous qui Comment êtes directeur de cabinet, et on sait que chez plusieurs ministres notamment, au gouvernement, ce sont les directeurs de cabinet qui tracent la ligne directrice des affaires, comme on dit. Le faire nation, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Oui, et c'est exactement la conclusion du livre d'Olivier sur la nécessité de renouer avec une idée de fraternité. Voilà. Et je crois qu'il voulait, s'il a terminé là-dessus, c'est pas par hasard, c'est parce que finalement, et ça renvoie encore à la souveraineté, on a besoin de cette fraternité, on a besoin de ce sentiment d'appartenance commun pour contrôler évidemment nos gouvernements. Parce que s'il n'y a pas de contrôle commun, s'il n'y a pas de Et ça, c'est souveraineté, il n'y a pas de faisable. démocratie. Vous qui regardez de près, et non pas de loin, mais la classe politique d'aujourd'hui, dont on dit que ça n'est pas celle d'hier, mais est-ce qu'il y a encore une chance tangible de retrouver ce faire nation, cette espèce de matrice transversale où même si t'es de gauche, t'es de droite, t'es RN, t'es ceci, t'es cela, bah finalement à la fin on accepte soit sur un budget, soit sur un projet structurel menant à des réformes futures, un truc qui tient la route, quoi. La France a déjà été de nombreuses fois dans son histoire au bord du chaos. Écoutez, elle s'est toujours relevée. Donc, Vous êtes un optimiste. ouais, je crois qu'il faut l'être, oui, bien sûr. Raphaël. Il l'était, Olivier. Oui, non, moi j'avais une question qui avait trait au retour des Républicains au gouvernement avec Michel Barnier et puis Bruno Retailleau et quelques autres, non pas en se fondant dans la Macronie, mais en prenant leurs responsabilités face aux urgences et aux défis du moment, et notamment la possibilité que ce soit un gouvernement socialiste qui s'impose. Comment avait-il vécu ce retour des Républicains au gouvernement ? À titre personnel, il était Romain Marx. vraiment très heureux, pardonnez-moi, que Michel Barnier prenne ses responsabilités parce que il considérait que Michel Barnier, au-delà d'ailleurs parfois des divergences de fond qu'il pouvait avoir. Sur les impôts notamment. Oui, puis aussi sur la question du rapport à l'Europe. Olivier était un petit peu plus souverainiste, évidemment, que ne l'était Michel Barnier. Il appréciait beaucoup le style de Michel Barnier. Et notamment cette phrase, le fameux « chacun est nécessaire » que Michel Barnier aime employer. Et c'était une manière pour le Premier ministre de donner de la considération à tous les Français. Et ça ressemble vraiment à mon frère, cette manière de vouloir donner de la considération aux Français et de dire que finalement on fait les choses pour eux et qu'on est les obligés du peuple et pas l'inverse. Dernière pique, le RN. Le secret du RN, page 211, est au fond celui de tous les partis d'extrême droite, offrir à chacun par-delà les contradictions un bouc émissaire commun, les immigrés. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de sujet relatif à l'immigration, je suis conscient qu'il mine notre société et devrait être traité avec plus de détermination, mais est-ce le seul sujet? Peut-on par ailleurs exonérer les Français de toute remise en cause sur bien d'autres sujets? Évidemment non. Il se fait qu'en fait, que quand on regarde les sondages, c'est peut-être pas le seul sujet, mais enfin c'est un sujet principal quand même, l'immigration. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Olivier ne l'a jamais nié. Et il avait été notamment à la manœuvre sur le projet de loi immigration. C'est lui notamment qui avait voulu voter la motion des Alors écologistes à pourquoi l'époque. attaquer le RN là-dessus? Il n'attaque pas le RN sur ses politiques publiques en faveur de l'immigration. Il attaque le Rassemblement national sur le fait que il s'appuie trop sur cette composante, sur cette problématique dans le cadre de sa conquête du pouvoir. Et ce qu'il dénonce également dans une autre page un petit peu plus loin, s'agissant du Rassemblement national, c'est sa dimension attrape-tout. Donc au-delà des relations d'ailleurs parfois cordiales. Vincent Roy est tombé de sa chaise. Voilà. Non, et attrape tout parce que tout a été laissé filer. Souvenez-vous, dans votre famille politique et dans la famille politique de votre frère, du corpus je pense à 1986, Chirac, Juppé, etc. Le discours était très clair, c'était immigration. Zéro, il faut relire les textes de cette époque. Et on a l'impression qu'entre cette époque 86, c'est pas antédiluvien. Et aujourd'hui, eh bien, les républicains, de manière générale, ce qu'on appelle les républicains aujourd'hui, ont laissé au RN cette question de l'immigration et a oublié ce qu'ils avaient dit, le corpus de 1986. Réponse courte de Romain Justement Marlex. parce que pendant des années, les républicains, l'UMP et le RPR avant ont été corsetés idéologiquement
par des gens qui, en fait, ne représentent pas notre famille politique. Les Républicains sont un parti populaire, par essence. Voilà. Merci beaucoup, Romain Marleix, d'avoir pris le courage de parler du livre de votre frère. Ça s'appelle Dissolution française, la fin du macronisme, et c'est publié chez Robert Laffont. Chaque samedi de 13h à 14h sur Europe 1 et sur CNews, vous retrouvez Face à Michel Onfray, interrogé par Laurence Ferrari. Michel Onfray, le philosophe, passe en revue l'actualité de la semaine. C'est donc chaque samedi de 13h à 14h en direct. Et puis, si vous l'avez loupé, il y a toujours le replay sur l'appli, l'excellente appli Europe 1. À tout de suite pour le reste de l'actualité.